Avant de démarrer mon intervention, donc en effet, comme l'a dit Olivier Anon, je suis médecin gériatre. Je suis directeur médical du groupe Corian au niveau européen. C'est tout frais moulu puisque ça date de quelques semaines. Et jusqu'à présent, j'étais directeur médical du groupe au niveau sur le territoire national. Donc je vais vous parler du développement des thérapies non médicamenteuses dans les établissements. Et finalement, je trouve que c'est une illustration. J'ai appris un nouveau mot qui est le paradigme fonctionnel. Et en fait, c'est un petit peu ce que l'on fait. Et pour illustrer ce que je vais évoquer plus tard, je vous propose de regarder quelques images pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par le terme thérapie non médicamenteuse au sein de nos établissements, donc sur les 4 pays européens où nous intervenons. En Europe, la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont un enjeu majeur de santé publique. Corian, qui accueille au quotidien des personnes âgées atteintes par ces maladies, propose, outre des séjours permanents, un accueil de jour ou des séjours de courte durée dans un environnement propice au bien-être et à la sécurité. Daar hebben we bewust gekozen voor een leefvorm van echt samen te gaan leven. Waar het op is dat het personeel bijna altijd hetzelfde is. Waar dat de mensen eigenlijk, of het personeel en de mensen samenleven, samen. En de mensen die nog heel graag op hunzelf zijn. En dan heb je de merendeel eigenlijk die willen deelnemen aan activiteiten en eigenlijk het samen de dag doorbrengen. Aux côtés des médicaments utilisés dans la prise en charge symptomatique, Corian développe des protocoles thérapeutiques basés sur une approche non médicamenteuse. En France, les espaces Aloïs visent à préserver les capacités cognitives des personnes désorientées par le biais d'activités ludiques et domestiques. Notre approche au sein de l'espace Aloïs, c'est de permettre à la personne de pouvoir continuer à vivre comme à la maison, du moins le plus possible. On retrouve en fait dans cet espace différents coins. Donc il y a le coin cuisine qui permet de favoriser des ateliers cuisine, permettre à un résident, s'il a un petit creux, de pouvoir aller ouvrir le frigo et de se servir, mais également un coin salon, détente, qui permet à un résident par exemple de pouvoir aller se poser et se détendre, boire un café, lire le journal, écouter de la musique. Dans le cadre de cette démarche innovante, plusieurs établissements français ont également expérimenté le chariot d'activités flash. Dans ce chariot, il y a 11 activités différentes qui peuvent être proposées. Nous, on travaille beaucoup avec ce chariot. Avec nos résidents, ça marche. Les activités sont bien adaptées aux personnes âgées avec des troubles du comportement. Parmi les activités du chariot, la poupée empathique permet d'améliorer la relation avec le résident malade, comme c'est le cas à Milan, en Italie. Questa signora era totalmente apatica, incapace di poter mangiare per conto proprio. È stato affascinante, è stato molto forte vedere che questa signora con la bambola ha cambiato il suo atteggiamento. Ora la signora riesce a mangiare seduta con la bambola in grembolo, cullandola. Plus étonnant, une thérapie utilisant un compartiment de train embarque les résidents dans un voyage vers le passé, réactivant les souvenirs personnels et familiaux. À Ulm, en Allemagne, l'équipe soignante invite les résidents à réagir aux interactions d'un petit robot lors d'un atelier ludique. Wir haben Bewohner, wo die früher nicht so aktiv waren, und wenn die den Roboter sehen, die wachen sie auf, die lachen und die gucken in die Augen. C'est donc un programme complet en faveur du développement des thérapies non médicamenteuses qui a été lancé par Corian et qui va se déployer au sein des 4 pays du groupe avec l'entière implication des équipes soignantes. Perché ogni persona dobbiamo tenere la dignità, questa persona rimane sempre un essere, e cercare di andare avanti e non fermarci alla terapia farmacologica. Alors ce projet, il est né il y a de nombreuses années, du temps où j'étais directeur médical du groupe Medica, avec finalement cette volonté de travailler sur tout ce qui n'était pas finalement ce soin. Finalement, cet intérêt pour la partie fonctionnelle et la dimension psycho-affective extrêmement importante à prendre en compte dans nos établissements. Pour démarrer, je voudrais juste finalement refaire un focus
sur la population qu'on accueille et qui rend, je pense, vraiment utile ces démarches qui, en effet, le soin, comme vous l'a dit Gilles Biru, est l'essentiel de nos métiers. On a tous appris ça sur les bancs de l'école ou de l'université. Mais on voit bien que dans nos établissements, les gens viennent d'abord pour des soins, parce qu'ils ont un état de santé, un état d'autonomie qui nécessite à un moment donné l'entrée dans une institution. Mais ils y passent beaucoup de temps. Et du coup, la dimension vie et qualité de vie prend tout son sens. En effet, on retrouve, alors ça c'est des chiffres du groupe, mais c'est des chiffres que l'on retrouve globalement à peu près partout, la forte proportion d'une population féminine, avec 75% des personnes qui sont accueillies en EHPAD ou en nursing home quand on passe la frontière du territoire national. Plus étonnant, alors durée moyenne, âge moyen, vous retrouvez des chiffres que vous connaissez déjà avec un âge moyen en effet qui est supérieur à 85 ans et qui est bien supérieur à 86 chez les femmes. Plus surprenant, c'est la durée moyenne finalement d'un séjour dans un établissement. C'est pas 15-18 mois comme on le voit partout, c'est 3 ans et plus, voire même beaucoup plus. En fait, c'est tout simplement une question de définition de cette durée moyenne de séjour. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on la calcule, c'est toujours, on prend les personnes présentes un jour dans l'établissement et on demande au logiciel de nous calculer la durée moyenne de séjour de ces gens-là. Oui, enfin, ils vont quand même pas tous mourir demain. Donc, la plupart d'entre eux vont encore rester un certain nombre de temps. Et donc, ces calculs nous font toujours sortir cette durée moyenne entre 15 et 18 mois. Les 3 ans que vous voyez affichés sont en fait 3 années constatées sur une étude qu'on a faite avec une doctorante qui s'est intéressée à nos bases de données et qui a analysé 42 000 dossiers sur la France entre 2012 et 2016. Et donc ces 42 000 dossiers sont des dossiers clos de gens qui sont partis ou qui sont malheureusement décédés. Et donc on est bien là sur une mesure du temps complet du séjour de ces personnes en établissement. Et là, on retrouve un peu moins de 2 ans pour les hommes, qui arrivent généralement plus fatigués et nous sommes des gens très vulnérables et donc il faut faire très attention à nous. Et les femmes qui restent beaucoup plus longtemps. Et là, on a du coup en moyenne à peu près 3 ans. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment travailler, bien sûr, sur la qualité des soins, mais ce qui est plus essentiel, je trouve, dans nos établissements, c'est de mettre la qualité des soins au service de la qualité de vie que l'on va pouvoir proposer à ces personnes. Et puis, quand on regarde les outils qu'on connaît tous, que sont la grille Agir et la grille Pathos, qu'on remet souvent en question, mais en tout cas qu'elle mérite aujourd'hui d'être utilisée de façon normée dans l'ensemble de nos structures. On est sur, en 2016 pour le groupe, en 2015, pardon, sur des GMP qui ont eu plutôt tendance à s'écraser un peu ces 2 dernières années, puisque de mémoire, on était plutôt à 760 il y a 2 ans, et en 2015, on est à 730. Mais on reste quand même sur ces fourchettes importantes où la grande dépendance fait quand même, c'est les gens que nous accueillons dans nos établissements avec, vous voyez, 20% de GIR 1, 41% de GIR 2. Il y a toujours un petit pourcentage aujourd'hui de patients très autonomes, mais ces patients très autonomes, demain, ils vont aller dans des structures beaucoup plus indépendantes, de résidence-service, de foyer-logement. Enfin, la maison de retraite, on le voit bien et vous le dites tous, c'est que depuis un certain nombre d'années, on se concentre vers la grande dépendance et notamment vers les pathologies neurodégénératives associées à ces fameuses pathologies chroniques. Quand on regarde le PMP, alors le PMP, chez nous, au niveau national, en France, sur 2015, la moyenne, elle est à 234. 234, ça montre qu'il y a quand même une forte croissance de la charge en soins et des besoins en soins des populations qui sont accueillies dans nos établissements. Donc il y a une vraie place quand même des professionnels de santé qui n'est absolument pas à remettre en question dans nos structures. Ce qui est important, là aussi, Gilles Biru insistait sur l'importance des paramédicaux. Moi, j'y crois énormément et ce projet-là notamment s'appuie énormément sur l'implication des psychomotes, des psychologues, des ergothérapeutes, des éducateurs sportifs, tous ces nouveaux professionnels, tous ces nouveaux métiers qui sont apparus en effet récemment en France et qui existent depuis beaucoup plus longtemps dans les autres pays de l'Europe. Et on voit bien que ça, c'est vraiment pour moi du minimum. Mais on a au moins 50% des personnes qui nécessitent aujourd'hui un soutien et un accompagnement dit psychologique, puisqu'on est à plus de 50% de P2.
Sur le fonctionnel, vous voyez qu'on est là aussi à plus de 35% de gens qui sont cotés en R2. Ça veut dire qu'il y a une place, il y a une nécessité de tout ce qui est entretien, rééducation fonctionnelle, qui est énorme en établissement où souvent, finalement, jusqu'à présent, ça a été réduit à quelques heures de kiné sur ces structures-là. Et puis, puisqu'on est quand même vers la grande dépendance et que nous accueillons en effet plus de 60% de personnes qui présentent des troubles de type démence, maladie d'Alzheimer et autres, on voit bien qu'on a une forte pourcentage là aussi de personnes qui présentent ce qu'on appelle, je trouve de façon très détestable, ces fameux troubles du comportement, mais on a quand même 26% des populations accueillies qui sont susceptibles à un moment donné de présenter ces difficultés. D'où l'importance de ce projet qu'on a vraiment lancé depuis 2 ans, mais qui était vraiment sous-tendu depuis plusieurs années, qui est finalement comment peut-on améliorer l'accompagnement, je dirais, sur ce qui n'est pas purement médical, en s'appuyant sur ces nouveaux métiers, en les valorisant aussi, parce que souvent quand ils sont apparus un peu comme, ben oui, tiens, on a un budget, donc on va mettre, qu'est-ce que je ne sais pas trop, on va mettre un bout d'ergothérapeute, ah ben non, j'ai plutôt trouvé un psychomote, donc je vais mettre un bout de psychomote, mais finalement sans trop savoir ce que toutes ces personnes allaient apporter. L'objet, c'est de se dire, il y a eu une grande mode sur les thérapies non médicamenteuses, et certains qui m'entendaient parler il y a quelques années, j'avais plutôt tendance à dire j'en ai marre, tout est devenu thérapeutique. Maintenant, quand je me balade dans mon potager, j'ai un jardin thérapeutique parce que j'ai mis des trucs pour pouvoir marcher sans m'enfoncer les pieds dans la boue. Quand je cueille une rose, je fais de l'orthithérapie. Quand je caresse un chien, je fais de la zoothérapie. Si je prends un bain pour que je me détende un petit peu, j'ai fait de la balnéothérapie. Et donc je disais stop à la thérapie, remettons des choses du sens normal dans la vie des gens. Et puis finalement, après, je me suis dit, mais je suis totalement fou parce que je suis en train de me scier la branche sur laquelle je suis assis, parce que comment je vais pouvoir ensuite défendre le fait que tout ça, ça mérite d'exister et que ça mérite surtout d'être budgété. Et donc je me suis dit, il ne faut surtout pas que je prenne cette orientation de dire non au thérapeutique. Par contre, comment je peux faire pour faire en sorte de faire comprendre à tout le monde que ces thérapies, elles méritent mieux que d'être perdues dans un plan d'animation avec, on me dit c'est génial, il y a une personne qui vient avec un chien, un poisson rouge et une tortue, une fois par mois, on fait un atelier de zoothérapie une fois par mois. C'est génial, il y a une nana, elle adore faire ça, et puis avec les personnes désorientées, ça marche super bien. On a un atelier d'art-thérapie une fois tous les 15 jours. Pour moi, ça, c'est comme le jeu chez l'enfant, c'est super intéressant. Tous les jeux, finalement, apportent quelque chose. Ça permet à l'enfant d'être plus sociable, ça permet à l'enfant d'apprendre des règles, ça permet à l'enfant de se poser 10 minutes sans courir partout. Tout ça, c'est... Mais il y a quand même des jeux qui sont plus ou moins à vertu pédagogique que d'autres. Et là, je me dis, sur toutes ces activités, ces accompagnements, il y a des choses qui sont super, géniales, qui permettent de faire des ateliers en groupe, ça met les gens, ça met de la bonne ambiance, mais ce n'est pas ça qu'on va pouvoir défendre auprès d'une assurance maladie ou auprès d'une ARS comme étant à visée thérapeutique. Et donc, il faut qu'on crée de vrais programmes d'activité thérapeutique. Et pour cela, il y a aussi une autre dimension qui est de se dire, il faut qu'on change aussi le regard que l'on a vers la personne, où là aussi, c'est donc Hippocrate, on cherche finalement le problème, et on a tous appris là aussi à l'université, sur les bancs de l'école, à résoudre des problèmes. Donc on liste des problèmes, on liste des maladies, on liste des pertes d'autonomie, des AVQ, etc. Et en face, on met des réponses. Quand il a fallu développer des projets personnalisés, c'est quand même pas très drôle de construire un projet personnalisé, un projet de vie sur une liste de choses qui vont pas bien. On a un peu de mal à savoir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à la personne. Et là, de nouveau, un réveil qui est de se dire, mais quelle que soit la maladie de la personne, quel que soit son âge, quelle que soit son autonomie, elle sait faire des trucs. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas de me dire que M. Dupont, il enquiquine tout le monde parce qu'il se balade comme un petit lapin et qu'il faut le surveiller comme le lait sur le feu parce que sinon il va nous échapper. Et qu'à côté de ça, Madame X, elle a pris 10 kilos, c'est plus possible, on ne peut plus la mobiliser, elle ne marche plus toute seule, il faut la porter à 2. Et je dis, mais c'est génial, Madame X, là, vous n'avez pas besoin de la surveiller toute la journée, vous la posez quelque part, elle ne bouge pas. Et puis monsieur, là, c'est génial, il ne vous fait pas mal au dos, parce qu'il n'avait pas besoin de le soulever, il est déjà parti. Et donc, tout le monde a des compétences. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire, réveillons-nous, reprenons ce rôle d'observateur, et regardons chez chacune des personnes, qu'est-ce qui marche. Et donc, le principe, déjà, c'est de s'appuyer sur le fait. Bien sûr, on recueille les besoins d'état de santé, tout ce qui est nécessaire
à assurer, mais on va aussi regarder les compétences, les capacités. On va regarder aussi et surtout l'écouter. On parlait tout à l'heure de l'importance, on n'est plus à décider pour, il faut accompagner l'acteur. L'acteur, c'est la personne. Alors c'est vrai que nous, malheureusement, ils arrivent quand même très tard dans leur parcours de vie. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là, il faut les écouter, il faut écouter l'entourage. Voilà. Et puis ensuite, quand on a fait cette évaluation de ce qui est nécessaire, les capacités sensorielles, les compétences, et ce que la personne aime, ce qu'elle a envie de faire et tout son parcours de vie, eh bien, on va travailler sur 3 sujets. Et ces 3 sujets, vous en avez vu des exemples dans le film, c'est le fonctionnel, le cognitif et le comportemental. Le fonctionnel, on a vu au moins 35% des gens ont déjà besoin de toute façon d'une réadaptation, d'une rééducation. Mais 100% des gens, de toute façon, ont besoin d'être remis en mouvement. Et ça, c'était l'intervention précédente sur, en effet, la mobilité. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on a vraiment travaillé avec les ergothérapeutes, les psychomotriciens, mais aussi les psychologues sur de vrais programmes. Il y a de nouvelles technologies, on parlait du digital et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qui existent. J'ai vu des petits stands, là, notamment à l'étage d'en dessous, qui sont fort intéressants. C'est de remettre, finalement, de proposer aux gens de ne pas simplement être avec un kiné, mais d'être avec un éducateur sportif, de faire de l'activité physique, de mettre du matériel pour pouvoir aussi renforcer les muscles et leur donner leur travail sur l'équilibre. Donc nous, on a développé un programme qui s'appelle Silverfit, où on est un peu comme un principe de la Wii, c'est-à-dire qu'avec une caméra Kinect, les gens sont dans un jeu, et finalement le gros intérêt aussi de la dimension ludique qui est très développée dans ce programme, c'est que les personnes, du coup, adhèrent à un programme thérapeutique alors qu'ils sont en train de jouer. Et du coup, vous avez une adhésion à ces projets qui est remarquable. Sur le plan cognitif, on connaît tous les programmes d'activité mémoire. Là, c'est vrai qu'on se dit, avec la nouvelle technologie, est-ce que ça ne va pas nous permettre de rendre disponibles ces ateliers à un plus grand nombre, mais surtout d'être en capacité de pouvoir proposer aux gens de suivre ces programmes sans forcément avoir le thérapeute qu'on n'a que quelques heures par semaine ou quelques heures par jour. Et donc l'intérêt de ces nouvelles technologies, c'est aussi de pouvoir avoir des programmes renseignés où vous n'avez plus, finalement, à un moment donné, lorsque vous faites votre bilan, le thérapeute va prévoir le programme sur plusieurs semaines, comme un cahier d'école et cahier vacances. Et du coup, la personne va pouvoir suivre ce programme en étant accompagnée par un professionnel qui va juste s'assurer que les choses se passent bien. Et puis, dans le film, vous avez entendu parler des espaces Aloïs. C'est vrai que quand on est avec une maladie dégénérative très évoluée, il ne faut surtout pas qu'on nous mène dans des situations où on va se mettre face à ces difficultés et à ces incapacités. Et donc là, le principe, c'est de développer, de réinventer finalement la vie qui avait un peu, voire beaucoup disparu des unités de vie. C'était plutôt des unités de soins. Et finalement, moi, j'étais toujours frappé par le grand vide sidéral qui existe dans ces unités dites d'accueil de patients Alzheimer. Parce qu'on a tout enlevé. On a peur qu'il casse, on a peur qu'il tombe, on a peur qu'il se fasse mal, on a peur qu'il se coupe, on a peur de tout. Et donc, du coup, on a tout enlevé. Et donc, c'est sûr que quand vous enlevez tout, les gens, ils n'ont plus rien à faire, donc ils s'enquiquinent, ils déambulent, ils mâchouillent tout ce qui se passe. Mais c'est normal. Même à Vincennes, quand on a refait le zoo, on ne met plus les animaux dans des conditions pareilles. Et je me dis, si on fait ça pour les animaux, on pourrait quand même faire ça aussi pour nos vieux. Et donc là, le principe du projet, c'est de remettre de la vie et de remettre des activités domestiques et sociales très basiques. Et pour cela, il faut avoir des méthodes. Et nous, l'approche qu'on a retenue, c'est l'approche Montessori, puisque finalement, on a redécouvert que grâce à ses compétences, chacun avait des capacités et que l'objectif, c'était de développer des activités en s'appuyant sur ses capacités. Donc vous avez vu quelques images là sur le film. Et c'est vrai qu'on a réintroduit la machine à laver, on a réintroduit le fer à repasser, on a réintroduit... Voilà. Et donc, c'est des choses extrêmement importantes. Et puis pour terminer, les thérapies sur la partie comportementale. On vous a parlé là dans le film du chariot d'activité flash. Alors, vous connaissez tous ça. Dans la littérature, on parle d'animation flash. Nous, on a juste fait le choix de dire, comme on veut justement séparer ces thérapies du grand champ de l'animation, on va nous parler d'activité flash. Le principe, c'est de se dire, voilà, les troubles du comportement, ça existe, mais quand vous mettez une ambiance avec des activités domestiques, déjà, vous voyez baisser de façon significative toutes ces situations de troubles du comportement. Première chose. Mais ça va quand même arriver. Et c'est horrible pour un soignant, je pense que vous avez tous été confrontés à ce genre de situation, on se sent totalement démuni. On ne sait pas, et souvent, finalement,
la réponse c'est « Oh, on va faire une unité, on va mettre tous les dérangeants dans un coin ». C'est affreux. Et donc, en fait, le principe, c'est de se dire, mais finalement, on peut agir. Mais là aussi, avec des choses très simples. Le plus compliqué pour un soignant, c'est de comprendre qu'il peut agir avec des choses simples, sans avoir besoin de matériel extrêmement sophistiqué. Et donc là, le principe, ça a été surtout de faire une étude au départ, pour voir parmi toutes ces animations flash qui existent, quelles sont celles qui sont le plus faciles à utiliser, et celles qui vont être le plus faciles à comprendre par les professionnels, tout confondu, parce que n'importe qui peut devenir un thérapeute des troubles du comportement, entre l'homme d'entretien jusqu'à la directrice. Donc l'objectif, c'était de faire un chariot. Et pourquoi un chariot? Parce qu'on s'est dit, tiens, symboliquement, il y a le chariot des urgences qui est dans l'infirmerie. Ben là, on va voir le chariot des urgences qui sont les troubles du comportement.